Ahmed Djebar, vous avez publié en 2005 l'algèbre arabe Genèse d'un art, dans lequel vous nous faites part de vos connaissances sur toute la tradition algébrique de sa naissance au développement en Europe au Moyen-Âge. Alors j'aimerais revenir sur quelques points forts de cette histoire de l'algèbre classique, et notamment la grande question des sources de l'algèbre. Pour répondre à cette question, il faut partir évidemment de ce que savaient les premiers mathématiciens de la tradition arabe. Bien. Alors qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient ce qu'ils avaient traduit. Ils savaient aussi ce qu'ils n'avaient pas traduit, mais qui peut-être leur est parvenu par des circuits que nous sommes maintenant en train d'étudier, mais qui sont très difficiles à repérer, qui sont ce qu'on appelle la transmission, la circulation du savoir oral, du savoir-faire, qui est transmis de maître à élève, et qui ne laisse pas de traces, dont la transmission, du moins, ne laisse pas de traces. Alors ça, c'est difficile. Donc on va laisser de côté, pour le moment, cette circulation d'un savoir-faire, même en mathématiques, et d'un savoir dont on n'arrive pas à repérer les traces, et puis on va se concentrer sur les traces visibles. Alors les traces visibles, qui peuvent concerner l'algèbre, je dis bien qu'ils peuvent concerner l'algèbre, parce que bon, on ne peut pas trancher, c'est très difficile. Il y a d'abord les éléments d'Euclide. Alors nous savons que dans les éléments d'Euclide, il y a le livre 2 en particulier, les 9 ou 10 propositions, premières propositions, qui, si elles avaient été écrites en symbolisme, déjà dès le 9e siècle, alors il n'y avait pas de symbolisme, auraient pu exprimer ce qu'on appelle aujourd'hui les identités remarquables. Bon, maintenant la question c'est est-ce que les identités remarquables ont un lien avec l'algèbre du 9e siècle? Ça c'est un autre problème. Parce qu'il ne faut pas regarder l'algèbre, la naissance de l'algèbre au 9e siècle, avec ce que l'on utilise en algèbre aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier problème, première source. Dans cette première source, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres chapitres des éléments d'Euclide qui pourraient inspirer un futur algébriste? Eh bien, à notre connaissance, il y a quelques propositions du livre 6, qui sont des propositions que l'on pourrait exprimer aujourd'hui sous forme d'une équation très simple, du premier degré ou du second degré. Voilà. Pour les autres livres d'Euclide, je n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de lien direct ou indirect avec l'algèbre. Pour Archimède, c'est la même chose. Apollonius, la même chose. Reste le grand problème de Diophante. Alors que les éléments d'Euclide ont été traduits dès la fin du 8e siècle, on a même connu 3 traductions, au moins, avec une révision très importante qui nous est parvenue. Par contre, le livre de Diophante, qui lui contient des procédures qui, écrites selon le style d'aujourd'hui, donneraient exactement une équation du second degré, même si chez Diophante il n'y a pas l'équation en tant que telle, il n'y a pas les objets algébriques en tant que tels définis, comme ils vont l'être à partir du début du 9e siècle, mais n'empêche que quelqu'un qui est rodé, qui a une sorte de culture pré-algébrique, pouvait y voir des éléments d'algèbre. Pourquoi pas, après tout, hein. Bien. Ce n'est même pas de la spéculation. Alors là, Diophante ne pose pas un problème au niveau du contenu, c'est au niveau de la date. C'est que nous savons aujourd'hui, quand même, que son livre ne va être traduit, et partiellement, qu'à la fin du 9e siècle. Or, nous avons une question de chronologie. Le premier livre d'algèbre, officiellement dans l'histoire de l'humanité, a été publié entre 813 et 833. Et la traduction des quelques chapitres des arithmétiques de Diophante n'ont lieu, réalisé par Costa ibn Loura, un grand intellectuel chrétien, mathématicien aussi, et grand traducteur. Les spécialistes hésitent entre la fin du 9e siècle et le début du 10e siècle, c'est-à-dire Al-Khawarizmi était déjà mort depuis au moins 40 ans. Donc ça ne tient pas pour des raisons chronologiques. Nous allons voir d'ailleurs que Diophante va jouer un rôle plus tard. Et donc, la question qui reste, c'est que est-ce que, avec ce qui est parvenu des éléments d'Euclide, ce qui était lisible par les géomètres et par les arithméticiens, parce qu'il n'y avait pas encore d'algébristes, est-ce qu'on pouvait dégager des éléments d'algèbre? Et là, c'est une question de témoignage. Eh bien, nous n'avons aucun témoignage de mathématiciens de l'époque qui disent explicitement, de ceux qui étaient les initiateurs de l'algèbre, qui disaient explicitement, nous avons pris tel et tel élément, ou tel élément de démonstration, ou telle chose, ou telle procédure, dans les éléments d'Euclide bien référenciés. Nous n'avons pas ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est le silence.
Donc ce silence, et compte tenu aussi de la manière dont fonctionnait la communauté scientifique, nous autorise à dire que les premiers algébristes ne sont pas allés chercher les premiers éléments de l'algèbre chez Euclide. Voilà. Maintenant qu'après on se réfère à Euclide, c'est une autre histoire. D'accord. Et là, j'essaie de rester au niveau de votre question et de rester dans la chronologie. Très bien. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire. Alors, Ahmed Djebbal, vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations et vous avez notamment prononcé le célèbre nom de ce mathématicien Al-Khwarizmi qui écrira, vous l'avez dit, entre 813 et 833, à notre connaissance, le premier traité d'algèbre. Mais avant de rentrer dans les détails de ce traité et dans l'histoire de son auteur, une question me brûle les lèvres, à savoir la connaissance que nous pouvons avoir d'un héritage possible de la tradition indienne, par exemple de la transmission de la numération décimale de position, en quoi cette numération a pu être utile pour l'algèbre et pour la naissance de cette discipline, etc. Bon, alors, là, il y a un problème analogue à celui de la tradition grecque, et puis un second problème différent. Premier problème analogue, c'est que les premiers algébristes arabes sont aussi silencieux en ce qui concerne un éventuel héritage indien dans ce domaine. Bien. Ils ne disent rien. Alors, on ne peut pas les accuser de cacher des choses parce que ce sont eux qui disent explicitement qu'ils ont emprunté le système décimal positionnel, le 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, aux Indiens, et qui ne sont pas les inventeurs. Et c'est même d'ailleurs le même personnage, Al-Khwarizmi, qui va écrire un livre qui est le premier dans la région, qui s'appelle « Livre sur le calcul indien », dans lequel il expose lui-même, il le dit pour la première fois, ce système qu'il considère comme étant un système génial, très utile, etc. Or, pourquoi voulez-vous que, d'un côté, il annonce la couleur, il se réfère à un héritage indien en calcul, comme d'ailleurs les astronomes vont se référer à un héritage indien en trigonométrie, le sinus et le sinus verse. Et pourquoi voulez-vous que, au même moment, il se taise et il cache une éventuelle origine indienne de l'algèbre? Surtout que nous savons qu'il y avait réellement une tradition indienne de la pratique algébrique. Pas encore sous forme d'équation en tant que telle, de définition des objets, des outils, de la théorisation, de la démonstration, etc. Mais enfin, il y avait un noyau dur très très important. Eh bien, nous interprétons le silence de la même manière. C'est qu'ils n'ont pas connu, au moment où naît l'algèbre dite arabe, ils n'ont pas encore connu les textes, que l'on trouve d'ailleurs, nous le savons aujourd'hui, dans des ouvrages d'astronomie, les Siddhanta. Ils n'ont pas connu les éléments d'algèbre que l'on trouve en particulier chez Brahmagupta. Voilà. Et donc, en toute bonne foi, leur silence, il faut l'interpréter comme le fait qu'ils ont trouvé les premiers éléments ailleurs. Donc, ni chez les Grecs, ni chez les Indiens. Voilà où on en est pour le moment. Donc on a passé en revue la tradition grecque, on a regardé ce qui pouvait être de l'héritage indien. On pourrait comme ça se demander, mais alors d'où vient l'algèbre? Il me reste une dernière question quant aux sources possibles de l'algèbre, c'est cette région, la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, il y a des pratiques qu'on pourrait dire algébriques. Qu'en est-il alors de la transmission, s'il y a eu transmission, entre... alors là, ce serait plus une transmission géographique, puisqu'on est dans le même lieu, mais une transmission dans le temps, entre donc les pratiques mésopotamiennes et les pratiques de l'algèbre arabe entre 813 et 833. Alors là, il y a une réponse, mais elle n'est pas donnée par les Arabes. Là aussi, les premiers algébristes sont silencieux, à la seule différence près, énorme, c'est que les textes vont parler à leur place. Alors, les études comparatives, qu'il n'a été possible de faire qu'après le déchiffrage de certaines tablettes cunéiformes qui contenaient des séries de problèmes
que l'on peut aujourd'hui écrire sous forme d'équations du premier et du second degré. Donc, après la connaissance de ces tablettes, leur analyse, après l'étude comparative de ce contenu et du contenu des premiers éléments de l'algèbre dite arabe, qu'on a commencé d'abord à s'interroger sur un lien éventuel, direct ou indirect. Alors, le lien direct était difficile pour une raison très simple, c'est que les Arabes n'ont jamais dit qu'ils avaient connu les tablettes cunéiformes. Et même s'ils les avaient connues, ils n'auraient pas pu les déchiffrer, parce que sinon on l'aurait su. Nous avons des biobibliographes qui parlent de la connaissance, par exemple, des temples égyptiens. Ils parlent même des pillages de certains temples égyptiens, que les Arabes à cette époque aussi voulaient chercher l'or, etc. Et donc on pense qu'ils ont dû fouiller aussi les tombeaux mésopotamiens, la terre, etc., etc. Mais apparemment, c'est le silence radio, totalement. Donc, il reste une autre explication, c'est que comme les faits sont têtus, et que la manière de résoudre un problème de surface, par exemple, dans un texte mésopotamien, comme dans la tablette du British Museum 13901, ou bien la manière de résoudre un problème similaire, même dans la formulation, dans un texte du Xe siècle publié à Cordoue par Ibn Abdoun, eh bien on constate qu'il y a des ressemblances étranges. Au niveau de la manière de poser le problème, au niveau plus fondamental de la non-homogénéité des objets mathématiques qui sont utilisés, qui est une caractéristique mésopotamienne, en tout cas pas grecque. Alors, au niveau des procédures, de l'ordre des procédures pour aboutir à la solution, eh bien, on se dit, il y a là une histoire de famille. Et donc là, maintenant, l'hypothèse qui prévaut chez les spécialistes, c'est que les premiers algébristes, lorsqu'ils ont pensé écrire un livre, en fait, dans le cadre de la dynamique de la science de l'époque, ils ont repris un savoir-faire qui était pratiqué, probablement chez les arpenteurs, essentiellement, et ce qu'ils ont fait, donc le rapport original, c'est d'avoir inséré cet ensemble de pratiques dont ils ne donnent même pas l'origine parce que c'est local pour eux, hein, c'était là. Voilà. Ils vont l'insérer dans ce qu'on pourrait appeler pompeusement aujourd'hui une tentative de théorisation. Voilà, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que c'est que cette tentative de théorisation qui va être un plus par rapport à ce qu'ont fait les scribes mésopotamiens, qui ont, en fait, entre vous et moi, sur le plan algorithmique, ont fait l'essentiel, qui est bien, de donner la procédure, l'algorithme complet, pour résoudre un problème du type premier degré, second degré. Bien, ce que va faire le premier algébriste, ou les premiers algébristes, bien, ils vont définir les objets de l'algèbre, les nombres, l'inconnu et la racine de l'inconnu. Je dis bien l'inconnu et la racine de l'inconnu, non pas le contraire. Il n'y a pas encore la leçon de puissance. Ils vont définir l'équation, les équations, ils vont donner les équations de l'époque, et ils vont donner l'algorithme, tout ça a priori, avant d'aborder les problèmes. C'est-à-dire, contrairement à la démarche mésopotamienne, où le problème était mêlé avec l'algorithme. Bien. Et enfin, ils vont introduire quelque chose de tout à fait nouveau, à notre connaissance du moins, compte tenu des documents mésopotamiens, parce qu'il peut y avoir des surprises, eh bien, des justifications de la validité de l'algorithme pour résoudre le problème. Et ces justifications sont des justifications de type hypothético-déductif, plutôt déductif. D'accord ? Ces justifications introduisent la géométrie dans l'algèbre dès la naissance de l'algèbre. Ça, c'est un élément très important. Et puis enfin, dans le même livre, eh bien, il y aura un domaine d'application. Donc cet ensemble de choses nous autorise à dire qu'il y a un début de théorisation et surtout la naissance d'une nouvelle discipline. Donc la nouveauté, ce n'est pas les objets, c'est le rassemblement de ces objets, c'est leur mise en théorie et surtout l'apparition d'un ensemble cohérent qu'on appellera l'algèbre puisque le mot est arabe.